Merci, je pense que vous m'entendez. Tout à l'heure, ça fonctionnait. On se lance sur une grosse après-midi qui sera un petit peu dense. Comme l'a dit François, donc on va surtout parler de filière cet après-midi, mais vous verrez qu'en fait, il y aura un lien avec les questions de ce matin. Je pense que ça va ressortir via les questions. Donc, la table ronde est divisée en deux séquences. Donc, je vais animer la première et ça sera organisé sur la même logique que ce matin, c'est-à-dire que on a trois intervenants que je remercie d'avoir accepté de participer. On aura aussi la présentation d'un projet Métabio, donc merci à Pietro. Voilà, et puis la deuxième partie, après, une fois qu'on aura eu donc un petit peu leur positionnement sur ces questions de filière et des réponses à des questions qu'on a préparées, donc il y aura la moitié du temps sera consacré à répondre à vos questions. Voilà, donc alors n'hésitez pas à lancer vos questions assez rapidement pendant l'intervention de nos intervenants pour qu'on puisse les recenser et les finaliser. Alors, les trois intervenants, donc, tout d'abord Jean-François Vincent, qui est éleveur de brebis et de porc bio donc de longue date, et qui est impliqué dans la structuration des filières bio. Donc, Jean-François est président de Biocentre, donc interprofession bio en région Centre-Val de Loire. Il est président de la coopérative d'éleveurs Agneau-Berry-Sologne. Il a également d'autres casquettes. Charlotte Glachant, vous êtes responsable du pôle compétitivité technique bio à la Chambre d'agriculture Île-de-France, en travaillant essentiellement au niveau des producteurs céréaliers, mais aussi des collecteurs et de quelques moulins, sachant qu'on connaît les défis qui sont particulièrement importants pour la filière bio en forte croissance. En fait, les conversions sont en forte croissance dans la région Île-de-France sur les systèmes de grande culture. Et Rémi Foissé, donc vous êtes responsable structuration des filières fruits et légumes au département achat de ProNatura. ProNatura, c'est un grossiste historique spécialisé dans les fruits et légumes, français mais pas seulement, également fruits exotiques, vendus en frais et issus de producteurs 100% bio. Vous travaillez essentiellement avec les distributeurs spécialisés bio, avec un positionnement bio plus engagé, et je pense qu'on y reviendra quand je vous passerai la parole. Voilà, donc en complément, Pietro Barbieri, maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro, donc, nous présentera un projet de consortium Métabio qui est en lien fort avec cette question d'adaptation des filières à une conversion à grande échelle. Voilà. Donc, on avait prévu donc 4 questions d'introduction auprès de nos intervenants, sachant que la première est relativement générique et s'adresse aux 3 intervenants. Elle concerne donc la vision que vous pouvez avoir des enjeux qui se poseraient si la bio devenait majoritaire sur le territoire français en 2030. Donc derrière cette vision, on pense aussi avoir un petit peu votre avis sur les questions de recherche que ça peut soulever. Donc, bon, un temps réduit pour donner votre avis, environ 2 minutes chacun. Je ne sais pas si Jean-François, tu veux commencer à donner ton avis sur cette question-là. Écoute, quand j'ai lu la question, je me suis déjà demandé quand l'INRA avait dépassé les 50% de son budget sur la bio. Bon, je n'ai pas la réponse, vous devez l'avoir. Et c'est vrai que bon, 10 jours après qu'au niveau Europe, on ait appris que la prochaine PAC ressemblerait furieusement à l'actuelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout marquer le début de la transition agricole et alimentaire. Bon, elle m'a laissé un petit peu dubitatif, la question. Donc, déjà, si on se donnait les moyens d'arriver à 50% en 2030, les 10 ans, je le rappelle, les 10 ans, c'est la prochaine PAC, c'est la fin de la prochaine PAC. Donc, ce qu'on ne lance pas là, je pense que le scénario TIFA qui avait été présenté par l'IDRI le disait bien, quoi. Si on veut arriver à avoir 100% de bio en 2050, c'est la décennie qui arrive qui sera cruciale. Alors, je ne désespère pas quand même. Voilà, nous, on y travaille quand même. Moi, Biocentre, par exemple, on a un PEI, donc un programme européen pour l'innovation, dont on est chef de file et dont l'opérateur principal, c'est surtout l'INRA, sur l'idée d'arriver à faire de la viande d'agneau sans céréales, voilà, par exemple. C'est effectivement, si on veut arriver à atteindre cet objectif, moi, je suis président d'une coopérative d'éleveurs de moutons, une petite coopérative. 80% de mes éleveurs, ils sont conventionnels, en IGP ou en rien du tout. Et puis, mais ils ne sont pas opposés, je veux dire aucun, et ce n'est pas un problème
on va dire, psychologiques ou culturels, aucun est opposé à diminuer sa production s'il arrive à garder le même revenu. Et c'est-à-dire arriver à passer d'une production de viande de céréales avec de l'herbe, je pense que tout le monde prendra ça comme un enjeu vraiment intéressant et nécessaire et utile, quoi. Moi, je pense que, alors, pour la bio, ça demande aussi, bien sûr, un problème de marché, c'est-à-dire qu'il faut que le marché soit en face, hein, s'il y a 50% ou 100% de la production en bio. Mais là aussi, je pense qu'à la fois, on a des moyens. Bon, je ne suis pas un chantre de la publicité, mais malgré tout, c'est un outil qu'on a à notre disposition, en fait, la communication en général. Et l'autre moyen, enfin, l'autre chose qui me donne espoir, c'est lorsqu'on met aux citoyens, lorsque le débat sur le changement climatique, la biodiversité, son effondrement, etc., les périls qui nous guettent, on leur pose clairement, ils sont capables d'être beaucoup plus réactifs et compréhensifs, je pense, que beaucoup de politiques. Et moi, j'en veux pour preuve la Convention citoyenne pour le climat, où les choses ont été abordées, ils ont pu en discuter clairement, etc. Et au final, ils sont beaucoup moins… Enfin, voilà, au final, ils sortent des propositions, on peut être d'accord ou pas, mais globalement, ils ont compris l'enjeu, quoi. Ok, d'accord. Donc, en fait, oui, tu te positionnes plus sur quels sont les enjeux pour arriver à une généralisation de la bio que de savoir, une fois qu'on y sera, ça sera peut-être dans longtemps, quelles sont les questions qui se poseront. Je te dirais bien que quand on aura 50% en 2030, je veux dire, le plus gros sera fait. Ce sera très facile d'arriver au 100%, il n'y a pas de problème parce que les outils, on les aura, les filières, on les aura, les leviers, on aura tout levé les leviers de blocage. Ok, merci pour ton optimisme. Ok, donc je repose la même question à Charlotte Glachant, de voir un petit peu quelle est sa vision des enjeux qui se poseraient. Donc, d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, moi, je vais avoir une approche qui est très liée à la production et à l'accompagnement des producteurs, puisque c'est vraiment notre cœur de métier à la Chambre d'agriculture, et un regard qui est également celui de la région Île-de-France, donc une région qui est dominée majoritairement par les grandes cultures, généralement sans élevage. Donc, voilà, un regard qui est plutôt porté par les grandes cultures. Je pense qu'il y a deux types d'enjeux sur cette question-là. D'abord, effectivement, l'enjeu du marché, de la filière et du débouché. Et je pense que l'enjeu majeur, ce sera d'arriver à garder la valeur ajoutée à l'échelle du producteur. Voilà, et d'arriver à l'impliquer probablement peut-être plus dans la structuration des filières et de lui laisser une place centrale dans la structuration des filières. Pour qu'il ait des prix qui soient suffisamment soutenus pour l'ensemble de ses productions. Et c'est peut-être là aussi où ça peut être compliqué, on a d'un point de vue technique et agronomique besoin d'un certain nombre de productions. Et il faut que celles-ci soient valorisables, qu'il y ait une demande sur le marché pour qu'on puisse les produire. Et donc, du coup, ce n'est pas sur seulement quelques productions qu'il faudra qu'il ait de la valeur ajoutée, mais qu'il soit en capacité d'avoir à vendre tout l'ensemble de ces produits. Et du coup, en termes de structuration de filière, ça pose la question sur des régions comme la nôtre où pour le moment, on n'a que quelques silos certifiés bio, de comment on organisera la collecte à l'avenir. Est-ce que c'est des silos qui sont aujourd'hui en conventionnel qui se convertiront à la bio? C'est probablement comme ça que ça se passera. Mais du coup, ça pose des questions parce que est-ce que les silos d'aujourd'hui sont adaptés aux productions bio qui sont souvent plus diversifiées, donc avec peut-être des cellules plus nombreuses mais plus petites, et puis des équipements notamment sur toute la structuration de la collecte, en particulier le triage, le nettoyage, qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on a en conventionnel aujourd'hui. Donc ça nécessitera forcément aussi des adaptations de la filière. Et puis le deuxième type d'enjeu, à mon avis, sera technique aussi. D'un point de vue agronomique, on a besoin d'un certain nombre de cultures dans la rotation, notamment dans les systèmes de grandes cultures sans élevage comme les nôtres en Île-de-France. Je pense en particulier aux légumineuses, qui aujourd'hui représentent quasiment un tiers de nos assolements, et sur lesquelles on a potentiellement des problèmes de débouchés parce que derrière, aujourd'hui, ils vont principalement sur l'alimentation animale. Donc, quid de la demande sur l'alimentation animale à l'avenir, et puis sur des défis techniques parce que c'est des cultures qu'on a de plus en plus de mal à produire pour différentes raisons. Déjà parce que génétiquement, c'est un peu les parents pauvres de la recherche, les protéagineux, et qu'on a très peu de progrès génétique là-dessus, donc on n'a pas trop de levier à ce niveau-là. Et puis également parce que
parce qu'on peut avoir des enjeux liés à des ravageurs qui apparaissent, sur lesquels on n'a pas forcément de solution, et que je dirais que c'est probablement les cultures qui sont le plus touchées par le changement climatique, en tout cas sur notre région, dans l'immédiat. Voilà. Et puis après, sur les enjeux techniques, il reste aussi toujours la question de la fertilité, je dirais à moyen de long terme, parce qu'autant les protéagineux, les légumineuses nous permettent de répondre en grande partie aux besoins sur l'azote, mais les questions sur le phosphore, la potasse, dans des régions où on n'a pas d'élevage ou dans un contexte où l'élevage pourrait diminuer, comment est-ce qu'on boucle les cycles de ces éléments-là? D'accord. Voilà. Très bien. Bon, beaucoup d'enjeux, hein, à la fois sur les questions d'économie, de valeur des produits, enfin de revenus des agriculteurs, sur les types d'infrastructures nécessaires, et puis d'un point de vue agronomique, on voit bien qu'il y a pas mal de questions. On y reviendra, enfin, vous pourrez donner quelques compléments là sur justement les nouveaux produits, est-ce qu'il y a des marchés, etc. On verra ça. Avant, je vais poser cette même question donc à Rémi Foissé, donc sur les grands enjeux globaux qui s'opposeraient si la bio devenait majoritaire. Alors, moi, comme vous m'avez présenté, là, je représente effectivement une entreprise qui distribue des fruits et légumes bio sur le territoire national. La question que je me pose, ce sont déjà les éléments, les freins qui vont s'opposer à nous pour arriver à cette situation. Pour ça, j'ai envie déjà de faire un état des lieux, et je vais le faire avec un prisme un petit peu plus commercial sur les fruits, enfin, en m'appuyant sur les fruits et légumes, hein, évidemment. Déjà en amont, on assiste aujourd'hui à un développement de beaucoup de segments bio, c'est-à-dire que des spécialistes produits, le spécialiste de la carotte, le spécialiste de la pomme, toute grosse coopérative ou entreprise privée qui est spécialiste d'un produit, qui a un outil industriel qui historiquement était conventionnel, développe aujourd'hui son segment et une offre biologique. Donc ça, et arrive avec des volumes importants et avec une compétitivité importante, parce qu'ils ont déjà un savoir-faire et l'outil industriel adéquat. Et en parallèle à ça, on a aussi le développement suite à la conversion, suite à des évolutions, je dis sans que ce soit du tout péjoratif, mais de toute une petite paysannerie ou production beaucoup plus artisanale, qui est beaucoup plus proche de la bio éthiquement telle qu'elle l'est historiquement. Toute cette offre se développe, mais sans forcément être structurée commercialement. Et ça peut aboutir à une problématique. Et puis, à l'opposé, au niveau de l'aval, aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est rapide et qui est extrêmement violent. Déjà, c'est ce que j'appellerais la plateformisation des enseignes DSB. DSB, distribution spécialisée bio. C'est-à-dire que vous avez plein de magasins bio qui sont soit indépendants, soit franchisés, soit des chaînes d'enseignes qui, l'une ou l'autre, se structurent en termes de politique d'achat, se structurent au niveau de la logistique pour leur approvisionnement. Et donc, ils adoptent complètement les codes de la GMS. Biocop, c'est l'exemple type de ce que je vous cite, en plus du fait qu'ils ont siphonné l'état-major des ressources humaines de Carrefour. Donc il y a ça, et puis il y a toute l'arrivée de la GMS, donc des grandes surfaces, dans le bio. Chaque magasin GMS développe son rayon bio, et vous avez vu aussi avec le rachat de Marcel et Fils par Carrefour, la GMS investit dans les chaînes de distribution. Donc, on a un souhait de démocratisation du bio qui est très bien. Démocratisation du bio, c'est un terme que Michel-Édouard Leclerc a cité le premier, je crois. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, il va falloir qu'on y arrive en gagnant énormément en compétitivité prix sur un prix consommateur. Et la concurrence exacerbée entre ces grandes surfaces fait qu'on va avoir aussi une guerre des prix. Donc là, on va avoir des problèmes en termes de préservation et de sauvegarde de la valeur tout au long de la chaîne. Et en plus, il faut quand même qu'on prenne en compte le pouvoir d'achat du consommateur.
Aujourd'hui, on a une crise sanitaire. Demain, quelles vont être les conséquences économiques de cette crise? On ne sait pas la mesurer, on ne sait pas le dire, mais à mon avis, ce sera certainement pas neutre. Et tous les produits de premier prix aujourd'hui ont des parts de marché qui sont importants. Donc la compétitivité qu'il faut que l'on gagne, on la gagnera peut-être en faisant des économies d'échelle. Ça va passer par de la concentration de l'offre, par de la structuration des filières, ça me semble très important. Et puis sur un point de vue plus technique, il faut faire des recherches variétales pour avoir des produits qui puissent être plus résilients aux ravageurs qui existent et à ceux qui peuvent exister. Et également des recherches, j'allais dire, qui puissent permettre au système bio d'intégrer également d'autres attentes sociétales. C'est-à-dire que le consommateur, il y a quelques années, achetait bio et se contentait du label bio, mais on y reviendra sur une autre question. Mais aujourd'hui, le consommateur a des attentes qui sont beaucoup plus complexes. Et je pense qu'il faut aussi lui parler de la biodiversité, il faut lui parler de la séquestration carbone, il faut refaire de l'agronomie, développer l'agronomie. Et ça, ce sont des messages que la bio fait un petit peu, enfin fait pas mal dans ses champs, mais c'est un discours dont elle ne s'est pas emparée encore. Et il faut qu'elle s'en empare. Ok, d'accord. Bon, ça fait, on voit qu'il y a quand même plein d'éléments qui sont soumis à notre réflexion. Les enjeux de structuration des filières, on voit bien qu'on n'est qu'au début d'une énorme dynamique et que ça va très fortement restructurer. Et sur le dernier aspect, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, là, sur la concurrence qu'est-ce que c'est que les normes sur la qualification des produits, etc. C'est un point fort, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Bon, on a passé un peu plus de temps que prévu là, sur tous ces enjeux. C'est vrai que la question était très ouverte. Je pense qu'il y a peut-être donc des questions qui ont déjà été effleurées. Donc là, une question un peu plus ciblée que j'aurais bien adressée d'abord à Jean-François Vincent et puis peut-être à Charlotte Glachon si elle veut compléter par rapport à ce qu'elle a dit. On a quand même une grosse question qu'on pressent, nous qui travaillons, enfin moi je travaille plutôt plus sur les processus de production proprement dit, c'est comment faire coïncider une offre de produits qui va être certainement conditionnée par l'optimisation des processus, c'est-à-dire si on fait de l'agroécologie, on va être obligé de mettre en culture de nouvelles espèces, etc. Donc est-ce qu'il y a un débouché ou on risque d'aller vers une saisonnalité accrue de certaines productions, je pense à l'élevage. Donc, est-ce qu'on peut entrevoir de faire coïncider en fait ces enjeux agronomiques avec les enjeux filières, c'est-à-dire trouver des débouchés et trouver preneurs et valoriser correctement ces produits-là. Donc, Jean-François, si tu veux intervenir sur la production ovine que tu connais très bien. Je vais répondre sur l'élevage. Donc, si, comme moi, on veut que l'agriculture française et européenne soit bio d'ici 2050, il faut d'abord avoir deux constats clairs. C'est un, que 80% des gens ils habitent en ville et aussi que l'élevage est indispensable au système bio. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on aura besoin de bouchers pour vendre notre viande et que notre boucher aura besoin d'en vendre tous les jours pour gagner sa vie. Et je pense qu'il est difficile de sortir de ce schéma. Pour autant, je ne pense pas que ce soit contradictoire avec l'idée de non-artificialisation des processus. Comme tu l'as dit, ça doit être l'objectif de toute production agroécologique. Et pour ce qui concerne la vente d'agneaux, par exemple, je pense qu'il faut faire la différence entre l'agneau qui est fait en bergerie toute l'année, comme cela se pratique de plus en plus en conventionnel, et l'agneau bio qui est fait en hiver, à une période où il n'y a plus à manger dehors, quoi. Et donc, la récolte des fourrages au printemps pour nourrir le troupeau à la mauvaise saison est une pratique qui est vieille comme l'élevage, en tout cas qui est vieille comme l'agneau pascal de la Bible. Ouais, d'ailleurs, je pense que la situation de ces dernières années nous amène à constater l'évolution du climat de manière un peu forte d'ailleurs, et que forcément on sera amené à étendre cette notion de mauvaise saison de plus en plus, parce que chez moi, il n'y a pas que dans ma région, de juillet à octobre, depuis quelques années, on n'a plus du tout d'herbe, quoi. Et donc, le défi de l'optimisation des processus me semble donc plus porté sur comment on baisse les quantités de concentrés utilisés par les animaux, concentrés qui sont concurrentiels de l'alimentation humaine. Ils pourraient tout à fait nourrir les humains, que ce soit les févroles, enfin bref, ou les protéagineux. Et donc, si le sujet de la saisonnalité de la production, tel que tu l'as dit, il est souvent posé, il me semble que c'est plus pour une histoire de revenus des éleveurs que d'optimisation, au moins en ovin,
où en fait on a une difficulté, on voit la production qui se transfère, on va dire, sur une production d'herbe entre guillemets, parce que comme je l'ai dit, il y a de moins en moins d'herbe à l'automne, donc elle est de plus en plus sujette à caution. Mais malgré tout, c'est plutôt assurer un revenu suffisant aux producteurs d'agneaux de bergerie, entre guillemets, donc des agneaux qui sont faits en hiver. Voilà, à une période où malgré tout la consommation, elle se situe à Pâques, c'est pas nouveau et ça va continuer pendant encore longtemps pour l'agneau. Donc, ça sous-entend une gestion des prix pour pouvoir justement compenser ces coûts de production en certaines saisons. Okay. Voilà, exactement. Et nous, par exemple, on a mis en place au sein de la COP une caisse de saisonnalisation ça veut dire qu'on prend un peu de l'argent à tout le monde toute l'année et on remet 10 euros sur l'agneau sur les 6 premiers mois de l'année. Ok. Alors, je me tourne quand même vers Charlotte, parce que tout à l'heure, tu as commencé à aborder un petit peu cette question-là. On pense surtout à la question des protéagineux, en fait, des légumineuses en général, qui ont complètement leur place dans les systèmes de grande culture. Alors, Pietro Barbieri reviendra tout à l'heure, mais est-ce que tu veux rajouter des éléments là-dessus? Est-ce qu'il y a de la demande aujourd'hui, quoi? Effectivement, c'est vrai que moi, si je prends l'exemple de la région où donc on a la particularité d'avoir essentiellement des systèmes de grande culture sans élevage, malgré tout, la production de protéagineux, aujourd'hui, elle trouve ses débouchés essentiellement dans l'alimentation animale. C'est-à-dire qu'un tiers de l'assolement, ce sont des légumineuses. Dans ce tiers-là, on en a la moitié en luzerne, l'autre moitié en pois févrole. Parfois en culture associée de pois févrole avec des céréales, mais la majeure partie du débouché est dans l'alimentation animale. Donc effectivement, ça pose la question du débouché et de la demande qu'on a. À l'opposé, on commence aussi à faire du légume sec, etc., de la lentille, un petit peu de pois chiche. Après, là, on a des questions aussi d'adaptation au terroir qui peuvent poser des problèmes par chez nous. Et la question, effectivement, du débouché, est-ce que si on se met à produire des lentilles, de remplacer toutes les surfaces qu'on fait en févrole aujourd'hui par des lentilles, on aura toujours le débouché pour la lentille. Et puis, pour revenir un peu à cette question de faire coïncider la partie agronomique et la partie aval, si je prends l'exemple des lentilles aussi, d'un point de vue technique, on a tendance à vouloir les associer notamment avec des céréales parce que ça sécurise les rendements et la production. Et parfois, ça ne répond pas à la demande de l'aval de faire passer la lentille dans des filières sans gluten, par exemple. Donc, on a toutes ces questions-là à pouvoir faire coïncider. Voilà, et après, je pense que ce qui est indispensable aussi, peut-être, c'est de plus travailler collectivement aussi sur ces questions-là, entre la production et l'aval, parce qu'on a des solutions peut-être agronomiques qui peuvent, voilà, on peut peut-être trouver des solutions agronomiques en fonction des besoins de l'aval. Je citerai par exemple le travail qu'on fait avec les meuniers en Ile-de-France, qui ont une très forte demande sur le blé local. Et ben on travaille avec eux à faire des analyses de panification sur les variétés qu'on teste en essai, de manière à ce que le conseil variétal qu'on fournit à nos agriculteurs ensuite réponde à la fois au contexte agronomique, mais à la fois au contexte de qualité demandé par l'aval. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à travailler en collaboration sur toute la filière pour que justement on arrive à mieux faire coïncider les contraintes agronomiques d'un côté et les besoins de l'aval et de la demande. D'accord. Sachant qu'il y a quand même une inconnue dans tout ça, c'est quels seront les régimes alimentaires des consommateurs bio dans les 10-20 ans qui viennent, sachant qu'aujourd'hui, ils consomment beaucoup moins de produits animaux et peut-être plus justement de légumineuses. Bon, ça rentrera dans l'équation. Merci. Autre question économique que je pourrais peut-être adresser de nouveau à Jean-François et puis à Rémi, donc sur les filières animales et questions fruits et légumes. On a entrevu qu'il pouvait y avoir quand même des tensions très importantes sur la construction des prix. Donc, comment estimer le réel prix à la production pour rémunérer correctement le producteur? Donc, il y a toute la question de la chaîne de valeur qui est derrière. Et quels sont derrière les leviers, les outils pour lever justement ces tensions possibles? Tout à l'heure, Jean-François t'a parlé de contractualisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le tour rapide de cette question-là, on a passé pas mal de temps jusqu'à maintenant, donc si on peut être un peu rapide. Oui, je pense qu'il faudrait être assez rapide sur cette question. Ouais, très rapide. Donc, par Jean-François, on a commencé tout à l'heure de la même façon. Si tu veux rajouter des éléments là-dessus? Ouais. Les producteurs, quoi. Voilà. Ouais. Donc, en fait, moi, je me suis engagé très vite dans la coopération parce que je me suis aperçu que le premier facteur d'ajustement des aléas du marché, c'était les prix payés aux producteurs, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était en 80, les céréaliers avaient des prix garantis.
Donc, effectivement, rémunérer correctement les éleveurs et durablement, parce que c'est ça qui est important, ça demande pour moi, ça demande 3 choses. C'est-à-dire, une contractualisation jusqu'au distributeur, et j'insiste jusqu'au distributeur, parce que, en fait, en définitive, c'est lui qui paye tout le monde en amont. Tu vois, et si lui, il négocie à la baisse à chaque fois, ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que les MDD sont des outils de choix, je pense, pour mettre en place des filières durables. 2, une transparence au sein des filières. Et 3, la mise à disposition d'indicateurs sans laquelle il n'y a pas de pouvoir de négociation pour les producteurs. Voilà. Et si je devais faire une critique, un focus, c'est certainement sur ce dernier point, la mise à disposition des indicateurs, que j'aurais plus de critiques à amener aux filières viande bio. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a toujours pas ni d'indicateur de coût de production, ni d'indicateur de marché, donc de cotation de prix en filière viande bio, quoi. Il y a vraiment un gros problème, on va en avoir parce que à cause d'une directive européenne qui oblige à avoir des cotations sur la viande bio, donc là, France Agrimaire y travaille, mais on a dû obliger la filière à le faire. Et ça, c'est complètement anormal pour une filière qui se dit volontiers précurseur et équitable et qui l'est souvent par ailleurs. Voilà. Après, il y a un point pratique, on va dire, pour pouvoir rémunérer les éleveurs comme il faut, sachant qu'on a ces contrats, on va dire, tripartites. C'est un peu ce que la loi Egalim nous a permis de mettre en place. Disons, elle l'a sécurisé au niveau, on ne peut plus être attaqué par la concurrence maintenant parce qu'on fait des contrats en cascade. Voilà. Mais ces contrats en cascade, ils s'arrêtent en pratique à l'organisation de producteurs. Moi, à niveau de ma COP, si je n'ai pas tous mes débouchés qui sont sécurisés par des contrats comme ça, basés sur les coûts de production, je ne peux pas rémunérer les éleveurs au coût de production. S'il y en a un que je suis obligé de brader à Rungis, parce que, etc., du coup, ça baisse le prix de tout le monde et on n'arrive pas à payer au coût de production. Donc, la loi Egalim, moi, elle a du bon, du mauvais. Enfin, moi, je vois surtout le bon côté. Par contre, il va falloir qu'on arrive à dépasser ça pour à pouvoir rendre obligatoire cette contractualisation qui part du producteur et non pas qui part de la COP. Alors, pour passer la parole à Rémi, j'aurais deux éléments, là, si Rémi, vous pouvez les aborder, là, sur la question des indicateurs de qualité. Je pense que là-dessus, il peut y avoir une convergence. Et puis, l'aspect coût de production, transparence, voilà, en particulier, si vous pouvez aborder ces deux questions. Sur l'aspect coût de production, la loi Egalim est pleine de bonnes intentions. Le problème, c'est que le diable se niche souvent dans les détails et que sur un secteur spécifique comme celui des fruits et légumes, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. On a d'énormes difficultés à contractualiser des choses, des prix, des volumes, ça en fruits et légumes, c'est sur le marché du frais, c'est quelque chose qui ne se fait pas, parce que les productions sont aléatoires, parce qu'il y a la nature, parce que voilà, on ne fabrique pas des boulons. Et puis, d'une exploitation à une autre, on va avoir des conditions pédoclimatiques différentes. D'une variété de pommes à une autre variété de pommes, on a des problématiques techniques de rendement, de volumétrie qui sont différentes. Donc, pour se baser sur des coûts de production, c'est extrêmement compliqué. Donc, là-dessus, le développement, enfin, les leviers pour éviter les tensions prix, ça va être de travailler le plus finement mais le plus profondément possible sur la recherche d'un équilibre entre l'offre et la demande. Et c'est que cet équilibre soit recherché tant sur le plan quantitatif, donc en termes de volume, mais sur des plans plus qualitatifs. Quelle variété, quel service, quel conditionnement produit pour chaque produit. Le produit que je vais proposer, quel message va-t-il porter? Quand je dis ça, c'est quelle réponse aux attentes sociétales le produit va-t-il apporter au travers de son mode de production. Voilà, moi, un petit peu les enjeux sur lesquels il va falloir se battre pour éviter ces tensions prix. Et ça, il va falloir le co-construire entre le producteur, le distributeur, le revendeur et le client final pour arriver à la meilleure réponse. Et derrière ces aspects quantitatifs, qualitatifs, pardon, les mettre en avant, c'est un peu votre vision aussi du bio plus, c'est-à-dire ce que vous cherchez à mettre en avant, une bio qui soit quand même qui puisse présenter des qualités supérieures et se démarquer. Oui, mais il va quand même y avoir une limite, c'est-à-dire que ces qualités supérieures, à un moment donné, elles vont avoir un surcoût.
qui va être d'accord pour payer ce surcoût? Je parle du consommateur. Et si M. Leclerc vend mes produits bio plus et que Carrefour vend des produits bio normaux, s'il y a 5 centimes d'écart, M. Leclerc, il ne va pas être content. D'accord. Marc, il va falloir vraiment passer Voilà. à la Donc, présentation. ce que je pense, c'est qu'on avait prévu une troisième question sur les questions de synergie et de compétition entre labels ou entre circuits de distribution, mais bon, on verra si ça apparaît un peu dans le chat et dans le débat ultérieur. On va peut-être revenir dans le chat aussi. Je propose de passer directement la parole à Pietro Barbieri, qui va donner un éclairage, à mon avis, intéressant, complémentaire à ce qu'a pu présenter Charlotte tout à l'heure. Donc, il pilote un projet AgriBioleg. Donc, je ne sais pas qui va passer les 3 ou 4 diapositives. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez? Voilà, on voit bien. Ok, parfait. Bon après-midi à tout le monde. Merci pour avoir la possibilité de présenter brièvement les projets AgriBioleg, projet qui va poser des questions autour du potentiel d'expansion de l'utilisation des espèces légumineuses dans des scénarios d'expansion de l'agriculture biologique et la conséquence de cette généralisation sur l'organisation des filières. Or, selon la vision de l'IFOAM, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte qu'on définit sous le nom des bio-organiques 2.0, où on a assisté à un développement des produits certifiés bio et à une implantation des marchés bio et des filières bio dans de nombreux pays. Or, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est de passer à un contexte de type organique 3.0, donc bio 3.0, qui vise donc aujourd'hui une expansion de la bio, tout en prenant en considération des questions surtout autour des questions de type agronomique, écologique, mais aussi des questions autour de la viabilité économique des systèmes. Or, pour caractériser ces passages à Bio 3.0, des travaux de modélisation et de scénarisation ont été faits dans les dernières années. Et un des freins qui était identifié dans ces travaux de modélisation vers un monde 100% bio, disons, c'est un frein causé par manque de ressources fertilisantes, notamment par manque de ressources fertilisantes en azote, comme vous pouvez voir dans ces graphiques, qui est sous dans des scénarios. Vous voyez 77% de l'écart qui était simulé dans un monde 100% bio, dans ces scénarios-là, était identifié dû à une carence en azote. Or, c'est évident qu'il y a des solutions à aller chercher pour pallier à cette carence et à chercher à explorer. Et une de ces solutions, peut-être une des solutions la plus prometteuses, est donc un recours accru à l'utilisation des espèces légumineuses dans les systèmes des cultures bio. Cependant, cette augmentation pose des questions bien évidemment agronomiques, mais aussi, comme on l'a bien vu, des questions économiques. Donc, insérer davantage des espèces légumineuses dans les assolements nécessite forcément une augmentation de la demande vis-à-vis des différents débouchés, des différentes utilisations possibles de ces espèces, et surtout une augmentation de la demande vis-à-vis de l'alimentation humaine, et aussi de l'alimentation animale en partie, et des usages industriels. Or, aujourd'hui, la filière des protéagineux et des légumineuses en général fait face à des verrouillages de type socio-économique, surtout dû au fait qu'en général, la partie des assolements en grande culture cultivés avec des protéagineux assez bas et que la consommation aussi par habitant des légumes secs en France, mais aussi en Europe, est assez faible aussi. Et en plus, l'utilisation de ces produits par l'alimentation du bétail animal est aussi en réduction. C'est donc clair qu'il y a une nécessité d'investissement pour relancer ces cultures mineures et pour développer des débouchés, des marchés de filières nouvelles, surtout au niveau des débouchés à forte valeur ajoutée pour l'alimentation humaine et aussi, je dirais aussi pour l'alimentation animale. Qu'est-ce que ça passe dans les filières alimentaires spécifiques au bio? On pourrait imaginer, vous, en croissance des surfaces en bio cultivées avec des lumineuses, que les contextes soient favorables à cette croissance en agriculture biologique, mais comme on l'a bien vu aujourd'hui, il y a aussi une dynamique d'évolution des circuits de distribution où la grande distribution prend une grosse place aujourd'hui et est en croissance. Et donc, cette dynamique-là n'est peut-être pas nécessairement favorable en termes de demandes surtout alimentaires
pour les consommateurs, donc demande alimentaire humaine, en termes de demande des légumineuses, et donc pas nécessairement favorable peut-être à cette augmentation dans les assolements bio. Donc, les projets AgriBioLeg est basé sur 2 gros axes. Un premier axe, c'est l'identification des leviers et les modalités spatio-temporelles d'insertion des légumineuses à des échelles agricoles larges. Et la deuxième axe, c'est justement la caractérisation de cette demande potentielle des légumineuses dans des scénarios d'expansion de la bio, et donc vise à se poser des questions du type quel débouché dans ces scénarios d'expansion, quel type de filière on veut développer et quelle est l'évolution de la demande, soit de la part des consommateurs, soit du milieu agricole pour l'utilisation comme alimentation animale. Et donc, une minute, plus qu'une minute. Ouais, je viens de terminer. Donc, il vise à se poser toutes ces questions et récolter des informations autour de ces questions, informations qui vont être après, dans un deuxième temps, utilisées pour améliorer toute cette série d'exercices de modélisation qui ont été faits dans les dernières années, visant justement à étudier cette scénarisation d'expansion de la bio à des échelles larges. Voilà, merci beaucoup. Et vous voyez à note à droite tous les partenaires impliqués dans ces projets. Très bien, merci Pietro. Je pense que Charlotte a dû suivre de façon précise ce que tu as pu dire. Ce que je propose, alors je ne sais pas, il y a Françoise qui est là, Servan, je pense qu'on peut lancer l'étape de débat un peu plus globale, pour pouvoir questionner nos 4 intervenants. Donc, j'ai pas eu le temps, moi, de regarder trop le chat. Donc, non, mais par contre, nous l'avons fait. Donc, peut-être une première question pour Charlotte, avec le cas particulier de la région Île-de-France, où elle a souligné évidemment qu'il y avait essentiellement des grandes cultures et peu, voire pas, d'élevage, de comment elle imagine justement les apports, parce que vous n'avez jamais prononcé le mot de relocalisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre vision de la façon de développer des grandes cultures en bio sans élevage ou avec l'élevage et dans quelles conditions? Alors, j'ai pas trop évoqué la question de la relocalisation parce que là, on est sur une question de révision en profondeur du modèle agricole de la région et on a déjà du mal à développer la bio, mais alors s'imaginer de la bio avec de l'élevage en partant de systèmes de grande culture conventionnelle, je pense qu'on vise quelque chose qui, d'un point de vue, je pense, agronomique et logique agronomique serait évidemment le mieux, mais c'est de se donner un challenge très fort. Clairement, un céréalier aujourd'hui n'est pas un éleveur, et du coup, je pense que ça demande, enfin voilà. Même si on a des exemples dans la région d'agriculteurs qui justement, en passant en bio, ont fait le choix de réintroduire de l'élevage sur l'exploitation parce qu'effectivement, le système reste le plus logique et le plus simple, entre guillemets, à conduire techniquement. Après, c'est vrai que dans des régions comme la nôtre, où on voit bien que c'est compliqué de réintroduire de l'élevage, si on se dit que la bio est forcément lié à l'élevage, dans ces cas-là, on ne fait pas de bio dans nos secteurs, quoi. Donc, ça serait un peu radical aussi, à mon avis. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Je pense qu'effectivement, comme on disait, hein, pour moi, le nœud des rotations, c'est quand même d'arriver à produire des légumineuses. Donc, il y a peut-être des choses à réinventer aussi sur les légumineuses, peut-être en termes de débouchés et en termes de demande de l'aval, pour que ce qui aujourd'hui part en alimentation animale parte peut-être plus sur l'alimentation humaine à l'avenir. Il y a peut-être des choses à travailler là-dessus. On a aussi, nous, travaillé, par exemple, sur la possibilité d'utiliser la luzerne comme fertilisant sur nos propres systèmes, plutôt que de l'exporter pour l'alimentation animale à l'extérieur. Donc, c'est peut-être des choses comme ça aussi qu'il faudra réfléchir à l'avenir pour que le système soit plus autonome en lui-même. Voilà, donc je pense qu'il y a des pistes, on a encore plein de choses à travailler sur la question. Ouais, si je peux me permettre juste sur ce sujet-là, on peut aussi parler d'innovation organisationnelle. Bon, c'est des choses qui existent un petit peu, mais c'est les éleveurs sans terre. C'est vrai que faire de l'élevage aux céréaliers, c'est à mon avis un petit peu difficile, mais on peut aussi répartir les métiers et envisager ça. Je ne sais pas si la réflexion est déjà en cours dans votre région. Il y a quelques cas, mais ça reste pour le moment très confidentiel, mais c'est peut-être des choses effectivement à réfléchir à l'avenir.
Après, se pose la question plus globalement de la place de l'élevage dans une société qui, a priori, va demander à l'avenir de moins en moins de produits carnés, quoi. Il y a aussi cette question-là qui est plus globale, mais qui pose, enfin, moi, qui me pose aussi question aujourd'hui, parce que même si on est dans une région où l'élevage est quasi, enfin, voilà, a beaucoup disparu et quasi inexistant, on sait très bien toute l'importance qu'il a au global sur le système bio. Et donc, du coup, ça pose aussi ces questions-là. Françoise, est-ce que tu… Oui, ensuite, il y a des questions autour de la formation des prix, de la juste rémunération des agriculteurs qui ont été mentionnés à la fois par Jean-François et par Rémi. Et donc, on pourrait revenir sur ces aspects-là pour qu'ils précisent leur vision des marges de manœuvre. Si je démarre, alors les marges de manœuvre, je ne sais pas si c'est des marges de manœuvre, mais de fait, je parlais de la loi Egalim. Elle nous a permis, on est en bio, on a pu monter des filières équitables, clairement. Biocoop a été un des précurseurs. Je pense que la plupart de ces filières, en tous les cas sur sa MDD, le sont. On en a monté avec Système, par exemple. Il y a eu Biolait qui a fait une filière lait. Nous, en porc, on a monté une filière sur la MDD Port Bio avec eux, qui sont basés justement sur les coûts de production. Les coûts de production, bien sûr, la diversité d'agriculture qu'on rencontre en bio comme en conventionnel, ça n'empêche pas qu'on peut trouver des coûts de production moyens. Alors bien sûr, dans les systèmes comme le cochon, c'est relativement facile parce que c'est relativement homogène en France. Dans des systèmes comme le mouton, c'est très divers en fonction des terroirs, c'est très divers en fonction de la saison. Pour autant, on a quand même des bases. Et à l'intérieur de ces bases de coûts de production, il y aura toujours des éleveurs qui sont meilleurs que d'autres et d'autres moins bons. Ce n'est pas le problème. Parce que la diversité, ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de moraliser ces relations commerciales au sein des filières. Et donc, les coûts de production, on les calcule quand on les a. Donc, ça, c'est un enjeu. On n'en a encore pas partout. Et après, il faut contractualiser. Donc, ce n'est pas difficile maintenant. Quand on le veut, la loi Egalim, elle permet, sur la base de la contractualisation de départ, qui souvent n'est pas celle du producteur à la COP, c'est ce que je disais, parce que ce n'est pas facile. Par contre, au niveau de la COP, disons, de l'OP ou du groupement de producteurs, on se met d'accord avec l'intermédiaire, s'il y a un intermédiaire éventuel, voire tous les intermédiaires, et on est obligé maintenant, par la loi Egalim, que chacun fasse référence à la contractualisation de départ, c'est-à-dire au mode de fixation du prix de la première facture. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en MDD, où c'est le distributeur un peu qui est le maître du jeu, on arrive à le faire très facilement, ça. Voilà. Et donc, un certain nombre de contrats, de conventions, etc. Mais ça se fait et il faut continuer à faire là-dessus. Et la difficulté dont je parlais, c'est bien que ça arrive à tous les producteurs après derrière. C'est-à-dire que l'ensemble du marché, l'ensemble de nos clients, il faut qu'on arrive à contractualiser avec ça. C'est ça qui est important. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a que de la volonté. Et la volonté, si on veut avoir un agriculteur bio solide qui se développe, eh bien, effectivement, ça demande à cadrer les lois du marché, quoi. On ne peut pas laisser, tout à l'heure, Rémi parlait de la loi offre et de la demande. C'est clair qu'il faut qu'on s'arrange avec la loi de l'offre et la demande. Il faut qu'on organise les choses, il faut qu'on planifie et qu'on s'engage sur les prix. Je pense que ce n'est jamais le prix à la production qui fait que les prix sont plus élevés pour le consommateur, même pour des consommateurs qui ont des niveaux de revenus relativement faibles, comme on le voit dans nos sociétés, et de plus en plus, malheureusement. Rémi, vous voulez compléter là, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que Jean-François vient de dire? Oui, je pourrais ajouter, parce que ça apparaissait dans le fil de discussion et puis ça a été beaucoup évoqué ce matin et pas cet après-midi. D'une part, le rôle des aides. Est-ce que justement, le fait qu'il y ait des aides qui sont ciblées sur certains critères peuvent venir perturber ces équilibres et leur rôle dans la formation des prix, d'une part. Et puis, d'autre part, est-ce que des objectifs environnementaux peuvent-ils justement venir en appui justement pour une rémunération plus juste des producteurs en fonction des conditions de production? Et intervenir aussi justement dans les marges de manœuvre. C'est à qui? À moi ou à Rémi? Peut-être moi, je peux parler. C'est évident que les aides, mais les aides dans nos pays occidentaux et dans les pays européens, ils sont constitutifs. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas d'aide. La PAC, c'est 9 milliards d'euros, c'est pour ça que j'en parlais. Et en fait, le rôle d'orientation de l'agriculture, c'est bien évidemment au niveau des aides qu'il se joue. C'est-à-dire que si l'État, l'Europe, l'État, les régions
voire les collectivités, voire une communauté de communes, elle oriente ses aides vers l'agro-environnement plutôt que vers l'industrie, eh bien, l'agro-environnement, il va être rentable, il va être accessible pour les consommateurs, il va se développer. Voilà, il me semble que c'est un enjeu tout à fait simple, c'est un choix politique, c'est des choix politiques, clairement, de rendre rentable tel ou tel mode de production. Merci de votre avis. Rémi, vous voulez compléter puis exprimer votre opinion? Oui, alors par rapport à ce que disait Jean-François au début, je suis d'accord avec lui, mais malheureusement, je suis un petit peu admiratif de son optimisme. Parce que si on a une démocratisation du bio, si, comme c'est en train de se passer très progressivement, donc, quand même depuis pas mal d'années, et puis là ça prend son envol assez violemment, la GMS s'empare du bio, on a quand même une concurrence au niveau prix qui va s'exacerber et des tensions qui vont être compliquées. Et certes, il y a le label bioéquitable en France au travers de Biocoop et le positionnement Biocoop qui a fonctionné jusqu'à présent, qui continue à fonctionner. Mais je dirais c'est presque un peu miraculeux. Enfin, aujourd'hui, quand tous les grands Carrefour et autres vont arriver avec des prix beaucoup plus compétitifs en mettant la pression sur leurs fournisseurs, ça va quand même être un petit peu compliqué. Et c'est là où il faut que nous, on gagne en compétitivité. Ça, c'est indéniable. Ensuite, par rapport aux aides, alors les aides sur les fruits et légumes, le poids des aides sur les fruits et légumes est quand même beaucoup plus faible en termes de chiffre d'affaires hectare ou de prix de revient du produit par rapport à des grandes cultures. Donc, ce n'est pas forcément ça qui oriente les stratégies de production. D'accord, merci. Marc, si tu veux poursuivre sur les réponses, sur les questions. Oui, non, j'avais pas trop regardé derrière. Il y avait cette question de gagner un peu en compétitivité, mais je sais pas, il faut peut-être élargir un peu par rapport aux autres questions qui ont été proposées. J'aurais dû les redécrypter avant. Servan, je ne sais pas si toi de ton côté, tu peux, bon, pour changer un peu, on a beaucoup parlé construction des prix et compétitivité. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? En fait, on a invité Rémi Baudouin donc, de l'Institut français de la production cidricole pour exprimer aussi et faire part de leur expérience. Ça rajoutera un petit peu de voyage dans le quart ouest de la France. Merci. Et la variété des produits. Oui, voilà. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, très bien. Merci. Ouais, c'est bon. OK. Bon, bah, merci pour l'invitation. Bon, moi, c'était pour vous faire un peu un retour sur la filière cidricole. Donc, moi, je suis de l'Institut français des productions cidricoles, le centre technique de la filière. Dans notre filière, on a à peu près 20% pour l'instant des vergers, des surfaces qui sont en bio. Et puis, d'ici 1 à 2 ans, on arrivera à peu près à 30% des surfaces. Donc, c'est une dynamique qui était quand même assez importante ces dernières années. Alors, c'est peut-être rendu assez facile, enfin, facile entre guillemets, parce qu'effectivement, on a une pomme qui a destination d'être uniquement transformée. Donc, on a des facilités en termes de, je dirais, d'apparence du fruit qui nous permettent d'aller plus simplement vers du bio. Mais voilà, donc à peu près 30% dans quelques années en bio. Chez nous, la filière est relativement concentrée. On a à peu près 60 à 65% qui sont du cidre et des produits cidricoles qui sont faits par des coopératives. Et l'ensemble des vergers, à peu près 80% des vergers, sont sous contrat parce que c'est une culture pérenne et c'est des contrats de l'ordre de 15 ans. Et donc, effectivement, il y a eu une demande assez forte des transformateurs, donc chez nous qui prennent les pommes et qui les transforment en cidre, pour aller vers du bio. Donc, on a eu pour l'instant quelque chose, alors je ne dis pas que ça se fait pas sans heurts au niveau de la filière, mais une migration assez importante en termes de volume. Mais on ressort avec les verrous qui ont été évoqués. Alors, même si on n'a pas le verrou au niveau des l'interface entre producteurs et transformateurs, on a quand même la partie distribution avec les prix payés sur les cidres qui vont poser problème. Donc, il y a ce verrou-là
au niveau de la valorisation des produits. Et puis après, on a aussi beaucoup de verrous au niveau technique sur la culture du pommier en bio, parce qu'on a des chutes de rendement qui sont quand même assez importantes. Du coup, ça pose aussi la question de la valorisation par rapport aux producteurs. Et puis, derrière, des impasses au niveau technologique, par exemple, sur la maîtrise de l'alternance. Donc, chez nous, les arbres, d'une année sur l'autre, vont des fois produire beaucoup de fruits. Et l'année suivante, il y aura très peu de fruits. Donc, on a beaucoup de mal en bio à maîtriser cette alternance et ça aboutit effectivement à des baisses de production. On a aussi parlé des ravageurs émergents ou réémergents. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et puis, des impasses aussi au niveau des variétés, au niveau de la résilience par rapport au changement climatique. Donc, chez nous, dans notre filière, c'est surtout les impasses techniques pour l'instant. Et puis, il y a la partie débouchée au niveau du cidre, effectivement, parce que au niveau de la valorisation complémentaire qu'on peut avoir en bio. Alors, là où la filière s'est aussi pas mal développée en bio, où la demande est relativement forte, c'est sur les jus de pommes. Là, on voit qu'il y a une grosse demande et il y a encore la question de la productivité des vergers. Donc voilà à peu près un éclairage rapide pour le cidre. Hein. C'est à peu près 9000 hectares en France de vergers, voilà, pour vous faire ça rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur le cidre ou sur la filière. Mais bon, on retrouve les mêmes verrous que ce qui a déjà été évoqué. D'accord. Oui, une question qui a été peu évoquée, je sais que notre maître du temps nous dit qu'on arrive au bout de cette première partie, de cette table ronde. Peut-être la garder pour la deuxième partie, néanmoins, elle me paraît importante à envisager, c'est la compétitivité finalement hors prix, et notamment dans la filière cidre. Est-ce que ce sont les mêmes producteurs qui font du bio et du conventionnel, et comment c'est géré, quels sont les équilibres? Alors, ça arrive que ça soit les mêmes producteurs suivant les parcelles qui sont en bio, qui étaient déjà en bio, ou celles qui sont en cours de conversion. Il y a un petit différentiel au niveau du prix d'achat des fruits quand même, hein, au niveau de la coopérative. On a à peu près 20 à 25% de prix supplémentaires pour des pommes bio. Donc ces prix-là sont fixés par la coopérative. Et puis, il y a des contrats, voilà, c'est fixé par contrat, quoi. Non, mais je me demandais justement si il pouvait y avoir complémentarité des productions et où ça puisse intervenir dans la compétitivité de la production en général. Oui, disons que je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais en fait, c'était au niveau de la filière de l'interprofession, il y avait une grosse demande d'augmenter la valeur des produits dans la filière, et le bio était un levier choisi par l'ensemble des deux collèges, producteurs et transformateurs, pour augmenter la valeur. Voilà. Donc c'était vraiment une volonté de filière d'augmenter cette valeur par le bio. Alors, il faut savoir que, effectivement, cidre et bio, pour les consommateurs, ça commence à bien rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait le cidre avait une image relativement de production, on peut dire artisanale ou fermière, et c'était jusqu'à présent pas. Enfin, le label bio n'apportait pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, mais on s'est aperçu que là, depuis quelques années, à peu près 5 ans, en fait, le consommateur est un peu plus informé, et sur des produits, même avec de l'alcool, il y a quand même une demande de produits bio, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que cette production bio vous a amené à revisiter des variétés peut-être plus rustiques, plus résistantes à tous les aspects sanitaires ou climatiques? Oui, elle a vraiment amené à reprendre un peu la sélection variétale. Alors, la sélection variétale sur des cultures pérennes, c'est quand même des pas de temps qui sont très longs. Donc, ça s'indexe dans des programmes de sélection variétale qu'on a en continu. Ça, c'est effectivement pour la partie matérielle végétale qui est à longue échéance, mais aussi, ça nous a aussi forcé à retravailler sur les itinéraires de culture. Donc, avec pas mal d'essais en approche système aussi,
pour essayer de faire des vergers faibles intrants. Alors, on est un peu à la limite du bio aussi, mais on a eu des systèmes de culture avec très peu d'intrants, donc des parcelles plantées avec très peu de fertilisation au départ, et puis des itinéraires de prophylaxie phytosanitaire très faibles aussi, quoi. Voilà, donc on a été un peu plus loin que du bio aussi. Ça a été un moteur pour aller un peu plus loin et de voir un peu quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut avoir en termes de production. Mais encore une fois, il y a encore, même si on a beaucoup appris avec cette volonté d'aller sur plus de bio, on a encore beaucoup d'impasses techniques. Voilà. Qui, d'après le fil de discussion, sont partagées avec d'autres filières fort différentes. Elles aussi exposées à beaucoup d'aléas, qu'ils soient climatiques ou économiques. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Je passe le relais pour la conclusion de cette première partie, puis ensuite on fera une petite pause de quelques... Oui, alors je ne sais pas s'il faut faire une conclusion, puisqu'en fait tout à l'heure on va reprendre une série d'interventions et de questions, donc peut-être que c'est plutôt en conclusion générale, je pense, de la demi-journée où on pourra avoir une vision globale. On voit qu'il y a des... Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'au travers des profils différents des intervenants qu'on a pu inviter, on voit que l'analyse n'est pas forcément la même, que les leviers ne sont pas forcément les mêmes, et que, bon, on avait d'autres questions à poser, comme, selon vous, quel est le potentiel de développement dans vos filières? Je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus quand même pour savoir en 2030 quel sera le poids de la bio.